Plusieurs points sur cet aspect, évidemment, quantification du préjudice. Donc, on l'a dit, on ne va pas revenir sur les méthodes. Je veux simplement indiquer que le guide est très précis et va assez loin dans l'explication des différentes méthodes. Donc, on a une sorte de catalogue relativement complet du point de vue de l'économiste sur toutes les méthodes possibles, sans rentrer dans le détail des différents arrêts, mais on voit sur les différentes études comparatives qui ont pu être faites en Europe que ces méthodes, en tout cas dans leur version la plus sophistiquée, sont relativement peu mentionnées dans les décisions. Donc on a l'impression peut-être d'un petit décalage entre le degré de sophistication de ce qu'on peut trouver dans le guide et de ce qui est effectivement appliqué ou en tout cas validé par les tribunaux ou les cours. Sur le point de causalité, finalement, je pense que c'est un point intéressant et ça va rejoindre le point suivant qu'on va aborder sur l'actualisation des préjudices. Le guide le mentionne très peu. Donc finalement, elle établit bien que la causalité doit être démontrée, mais finalement, elle ne dit rien d'un point de vue pratique sur cette démonstration. Alors qu'on voit dans les différents arrêts qui ont pu être rendus que c'est un point qui est très important. Alors du point de vue de l'économiste, on aurait tendance à penser que la causalité, une fois qu'il y a décision et qu'on a pu estimer un préjudice, elle est établie. Donc de ce point de vue, je ne suis pas forcément étonné que le guide n'entre pas trop dans la causalité, puisqu'il va considérer que si on estime le préjudice, on va trouver cette causalité. C'est pas totalement vrai même en économie. Donc je pense là, il y a un travail qui aurait pu être fait. La question de causalité, elle est quand même un petit peu différente de la question de la quantification. Donc cette question aurait pu être abordée. Alors pourquoi c'est intéressant en pratique ? On voit finalement qu'il y a une sorte de retour un petit peu dans le raisonnement, puisqu'on devrait avoir d'abord la causalité, ensuite la quantification, et puis sur l'arrêt EDF Câblier, finalement on va remonter au premier point de la causalité, puisqu'au moment de la présentation des estimations du préjudice, la Cour, qui n'a pas contesté la causalité en premier lieu, explique que les estimations du préjudice ne lui semblent pas crédibles, et donc elle nie l'existence du préjudice. Donc on arrive à une sorte de renversement un petit peu, où la causalité est niée. Alors c'est pas dit comme ça, mais la causalité du coup elle n'est plus établie, puisque le préjudice est nul. Alors que, étant donné qu'on a une entente horizontale qui a été condamnée, on a du mal à voir comment EDF n'aurait pas subi de préjudice dans cette question. Donc la Cour considère simplement que EDF s'attendait à payer plus que ce qu'elle a payé, et donc finalement elle a déjà eu de la chance. Évidemment, l'objet c'est qu'elle aurait dû payer encore moins, et donc ça, il n'y a pas eu réparation pour ça. Donc ça, c'est quand même un point un petit peu troublant. On a la même chose avec l'arrêt du tribunal administratif sur SNCF Mobilité, où de nouveau, on arrive à pas de préjudice, puisque les estimations ne sont pas suffisamment crédibles. Le préjudice est établi, on a causalité, mais finalement il vaut 0. Une sorte un peu de distinction qui, du point de vue de l'économiste en tout cas, semble un petit peu arbitraire parfois. Sur la question de l'estimation du préjudice en soi, là de nouveau on a des pratiques qui vont être très différentes selon les arrêts qu'on peut lire. Donc on a certains cas où les estimations qui sont présentées par les parties sont relativement commentées, mais le chiffre qui est donné, donc la décision finale sur la quantification du préjudice, n'est pas vraiment expliqué. Donc ça peut être le cas dans l'arrêt Roca où on a une certaine discussion et puis finalement on dit c'est 50 000 euros. Pourquoi 50 000 pourquoi pas un peu plus, pourquoi pas un peu moins? On n'a pas cette justification. De nouveau, pourquoi pas, mais il faut le mettre en regard de la sophistication du guide, où là on a des méthodes qui sont très détaillées, et donc on s'attend à aller un peu plus loin. Ça peut être aussi le cas inverse, où on a des décisions qui sont très commentées, avec un examen des estimations du préjudice, donc ça va être le cas dans l'affaire Orange Caraïbes, où là les études économiques sont vraiment examinées, il y a une expertise, l'expertise est rejetée, et finalement on va retenir l'estimation d'une étude économique. Donc on a vraiment un degré de sophistication qui est très différent, et donc on voit des pratiques encore qui sont très variables en fonction des arrêts qui sont rendus. Il y a une décision que je trouve intéressante aussi qui a été rendue en Angleterre, c'est Sainsbury's contre Mastercard, donc par le Competition Appeals Tribunal, où là la seule question du préjudice est extrêmement détaillée pour le coup. Donc là on a 60 pages uniquement sur l'estimation du préjudice. Alors évidemment ça ne s'applique pas à tous les cas, il ne s'agit pas de dire qu'il faut toujours écrire 100 pages sur l'estimation du préjudice, mais en tout cas on voit le degré de sophistication possible. La décision fait explicitement référence au guide de la commission, et donc elle va vraiment examiner les différentes étapes,
Elle arrive à un montant de préjudice qui est très important, puisqu'elle considère que le préjudice vaut 69 millions d'euros, ou de livres, je ne sais plus. Et cette décision est extrêmement étayée, établie, commentée. Donc il y a cette diversité encore qui peut paraître parfois surprenante en fonction des décisions, avec des pratiques relativement différentes. Peut-être juste un point aussi sur l'estimation du préjudice, puisque c'est mentionné dans le guide pratique, c'est sur le préjudice futur. Alors on sait que du point de vue de l'économiste, la question ne se pose pas véritablement. Il y a évidemment beaucoup de cas, des cas d'éviction notamment, où le préjudice futur semble relativement évident, parce que l'entreprise n'a pas pu arriver sur le marché, ou en tout cas a dû sortir un peu précipitamment, alors qu'aujourd'hui elle devrait encore être présente, et donc on voit bien qu'il y a un préjudice futur. Ça peut être le cas aussi sur des abus de position dominante, sur des dénigrements, mais aussi sur des ententes qui peuvent avoir des dommages qui vont se prolonger dans le futur. Donc l'estimation du préjudice futur, c'est évidemment un exercice délicat, puisqu'il faut non seulement faire une hypothèse sur le contrefactuel, donc qu'on n'observe pas, donc il y a déjà un exercice de simulation, et en plus il faut projeter ce contrefactuel dans le futur, et projeter la situation réelle dans le futur. Donc il y a une sorte de triple exercice de simulation, donc on empile les hypothèses, évidemment on obtient quelque chose de relativement fragile, et on comprend bien qu'en face, ce soit rarement validé. On observe quand même des cas où ce préjudice futur, il est reconnu. La Cour d'appel, généralement, alors dans un cas, ne l'a pas octroyé puisque en fait, la victime ne l'a pas demandé. Et donc, elle indique qu'elle estime qu'il y a préjudice futur, mais en fait, ne va pas l'octroyer puisqu'il n'y a pas eu de demande. Dans un autre cas qui est intéressant, la Cour va demander à un expert de se prononcer sur cette estimation. Et donc, peut-être, on va voir dans les décisions à venir, que cette question du préjudice futur va commencer à entrer dans le champ de la jurisprudence avec des exemples de cas d'application. On va voir comment ça a pu être considéré. Il y a encore beaucoup de décisions, c'est la majorité, qui rejettent simplement ce préjudice futur en disant qu'il n'est pas certain et donc il ne peut pas donner lieu à réparation, ce qu'on comprend bien entendu.